La crise des visas au Maghreb explose. Maroc, Algérie, Tunisie, 3 pays, une décision et une onde de choc qui dépasse les frontières. Tout commence par une mesure marocaine. Rabat durcit l'octroi des visas. Officiellement, un contrôle des flux migratoires, une réponse aux pressions internationales. Mais pour Alger et Tunis, c'est perçu comme une provocation, une humiliation. En Algérie, la réaction est immédiate. Les analystes parlent d'un affront direct. Le dossier du Sahara occidental, la compétition énergétique, les rivalités diplomatiques, tout revient sur la table. Pour beaucoup, Rabat envoie un message clair. Chaque pas au Maghreb doit passer par nous. En Tunisie, le choc est tout aussi violent. Le pays traverse déjà une crise économique et politique. Le durcissement des visas marocains tombe comme une gifle. La presse tunisienne dénonce une atteinte à la solidarité maghrébine. Les réseaux sociaux s'enflamment. Des milliers de jeunes expriment colère, incompréhension et parfois désespoir. Mais pourquoi maintenant? 3 explications dominent. 1. Montrer à l'Europe que le Maroc contrôle ses frontières. 2. Renforcer la souveraineté nationale et l'image de puissance régionale. 3. Envoyer un avertissement à ses voisins. Résultat, une crise locale devient un dossier international. À Paris, Bruxelles, Washington, les chancelleries observent, car chaque tension au Maghreb peut se transformer en problème global. Cette crise n'est pas seulement une bataille diplomatique, elle touche directement la vie des gens, des étudiants bloqués, des familles séparées, des hommes d'affaires paralysés, des projets annulés. Derrière chaque tampon refusé, il y a une vie chamboulée. Mais surtout, cette affaire pose une question plus grande. Que reste-t-il du rêve maghrébin? L'union du Maghreb arabe, censée unir 5 nations, est aujourd'hui une coquille vide. Chaque crise enterre un peu plus l'idée d'une coopération régionale. Ici, les frontières ne sont pas des ponts, elles sont des murs. 3 scénarios sont possibles. 1. Un apaisement rapide par des gestes symboliques. 2. Une escalade, avec des mesures de réciprocité et un climat explosif. 3. L'utilisation stratégique de la crise comme levier dans d'autres négociations. Mais une chose est certaine, cette crise restera dans les mémoires. Elle révèle la fragilité des relations entre le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Elle rappelle que les peuples paient toujours le prix des calculs politiques. Le Maghreb est à la croisée des chemins. Soit il choisit l'unité, soit il s'enlise dans les divisions. Et tant que les frontières resteront des armes, l'union maghrébine restera un rêve lointain. Abonnez-vous, parce que ce qui se joue aujourd'hui au Maghreb peut redessiner la carte politique de demain. Bonjour et bienvenue. On plonge aujourd'hui au cœur d'une tension assez palpable au Maghreb, une tension qui s'est cristallisée autour d'une affaire de visa. Oui, le Maroc a durci ses conditions d'entrée pour les ressortissants algériens et tunisiens. Exactement. Et ce qui pourrait passer pour une simple mesure administrative, eh bien, ça prend des allures de séisme diplomatique pour certains. Absolument. On va essayer de décrypter ensemble ce qui se joue vraiment derrière ces contrôles aux frontières. Parce qu'au fond, c'est ça qui est intéressant. Un visa, bon, c'est un bout de papier, une autorisation administrative, quoi. Oui, mais là, on voit bien que ce bout de papier devient autre chose. Une arme symbolique, peut-être. En tout cas, un révélateur de fractures bien plus profondes. C'est ça. Comment une décision qui semble banale, enfin, dans les relations internationales, peut provoquer une telle onde de choc? Est-ce que ça ne montre pas une fébrilité extrême, des équilibres tellement précaires qu'un simple coup de tampon, hop, peut tout faire basculer? C'est exactement la question. Alors, pour essayer d'y voir plus clair, revenons peut-être à la décision marocaine initiale. Qu'est-ce qu'on sait des motivations affichées ou supposées? Alors, officiellement, ou du moins, si on lit entre les lignes de ce que disent certains analystes proches de Rabat, Oui. On parle de mieux contrôler les flux migratoires, peut-être une réponse à des pressions, notamment européennes, ou juste une affirmation de souveraineté classique. L'affirmation de la souveraineté, chaque État est maître de ses frontières, bon, ça c'est le principe de base. Le principe, oui, l'argument classique, mais le timing interroge, non? Et puis, le ciblage aussi. Pourquoi viser spécifiquement l'Algérie et la Tunisie? 2 voisins immédiats, avec qui les relations sont complexes, c'est le moins qu'on puisse dire. Complexe, oui. Chargé, historiquement chargé. On parle de rivalité ancienne, de susceptibilité à fleur de peau. Du coup, à Alger comme à Tunis d'ailleurs, la lecture a été immédiate. C'est une provocation. Une provocation, une sorte de test. Oui, une manière de tester les nerfs, de voir jusqu'où ça tient, dans un jeu régional qui est déjà passablement compliqué. Du côté algérien, la réaction a été très vive, même si le langage diplomatique reste comme souvent assez feutré. Ah oui? Qu'est-ce qu'ils ont dit exactement? Le ministère des Affaires étrangères a sorti un communiqué.
Il dénonce, sans nommer directement le Maroc, des mesures arbitraires, contraires aux principes de bon voisinage Bon voisinage. et aux engagements pris dans le cadre de l'UMA. Mais on sent bien derrière les mots choisis une colère assez froide. Oui, on imagine. Surtout vu le contexte. Le Sahara occidental toujours en toile de fond. Évidemment, c'est le prisme principal à Alger. Chaque geste de Rabat est scruté, analysé comme un potentiel coup, un coup bas dans ce dossier. Et cette mention de l'UMA, l'Union du Maghreb arabe, c'est presque ironique, vous ne trouvez pas? C'est pour le moins paradoxal. On invoque une union régionale qui, soyons francs, n'existe que sur le papier depuis des décennies, justement à cause de ces rivalités. C'est un peu comme brandir un traité de paix en pleine bataille, quoi. Ça montre surtout l'impasse. La réaction là-bas. En Tunisie, la perception est un peu différente, mais la blessure, elle, est tout aussi vive. Il faut dire que le pays traverse une passe très très délicate, politiquement, économiquement. Oui, c'est vrai. Du coup, cette mesure marocaine est vécue comme une humiliation, un manque de considération. Certains journaux ont même parlé d'atteinte à la solidarité maghrébine. Solidarité maghrébine, encore un terme qui sonne un peu creux aujourd'hui. Le sentiment qui domine à Tunis, c'est l'incompréhension, l'injustice. Ils essaient souvent de jouer une carte d'équilibre entre Alger et Rabat. Et là, ils se sentent un peu pris en étau. Vulnérable. Vulnérables, oui, c'est le mot. Et c'est peut-être là un des calculs de Rabat d'ailleurs, consciemment ou pas. C'est-à-dire montrer que même un pays comme la Tunisie, qui cherche une certaine neutralité, n'échappe pas aux rapports de force régionaux. Mais alors, quels sont les autres calculs possibles? Pourquoi cette stratégie marocaine maintenant? Il y a plusieurs pistes qui circulent. D'abord, cette volonté, souvent prêtée au Maroc, de se positionner comme le partenaire fiable, incontournable de l'Europe. Surtout sur les questions migratoires et sécuritaires. Ah oui, le gendarme du Sud. Voilà. En montrant sa capacité à contrôler ses frontières, y compris avec ses voisins maghrébins, Rabat envoie un message à Paris, à Madrid, à Bruxelles. Regardez, on tient la barre. Faites-nous confiance. C'est une carte que le Maroc joue bien, c'est vrai, mais qui a un coût diplomatique cette fois, visiblement. Et l'argument de la pression européenne, est-ce qu'il tient vraiment la route, là? C'est une bonne question. Et les flux entre Maroc, Algérie, Tunisie, ce n'est pas la préoccupation numéro 1 de l'Europe en matière migratoire quand même, Ça sent un peu le prétexte, non Sam? C'est une lecture critique qui se défend, oui. Une autre piste, c'est la politique intérieure marocaine. Le sentiment national est souvent mobilisé, surtout autour du Sahara occidental. Alors une mesure forte qui affirme la souveraineté face aux voisins, ça peut trouver un écho positif dans une partie de l'opinion. C'est une façon de montrer les muscles, de dire le Maroc décide seul. Montrer les muscles, ou jouer avec le feu, parce que cette décision, elle ne touche pas que les diplomates. Elle touche des vies, des gens. Exactement. Des étudiants, des familles, des petits entrepreneurs. Est-ce que Rabat n'a pas un peu sous-estimé cet impact-là? Ouvert une boîte de Pandore? C'est tout à fait possible. Et c'est là que l'analyse géopolitique doit redescendre sur Terre. L'impact humain, il est immédiat, il est palpable. Oui, on a vu les témoignages passer. Sur les réseaux sociaux, oui, des étudiants algériens, tunisiens, inscrits à des conférences au Maroc, refusés à la dernière minute. Des familles binationales qui avaient prévu de se retrouver, hop, annulées. Des commerçants qui faisaient la navette, bloqués. C'est ça, c'est ce tissu humain, ces liens du quotidien qui sont déchirés. Et ça crée de la colère, du ressentiment. Bien plus difficile à gérer qu'une note diplomatique au final. On touche à la dignité des gens. Exactement. J'ai lu le témoignage d'un homme d'affaires tunisien. Il allait au Maroc toutes les 2 semaines, depuis 10 ans. Sans visa, évidemment. Et là, soudain, il est traité comme un suspect. L'humiliation, elle est profonde. Et ça ne s'efface pas comme ça. Il change de nature. Ce n'est plus juste un outil administratif. Ça devient le symbole d'une frontière qui se ferme, d'une méfiance. D'un respect mutuel qui fout le camp. C'est ça. Et ça nous ramène, forcément, à cet échec. L'échec criant du fameux projet d'union du Maghreb arabe. Ah, l'UMA, le grand serpent de mer, le machin qui existe sur le papier depuis 1989. Oui. Et dans les faits, frontières terrestres fermées entre l'Algérie et le Maroc depuis 1994, des échanges commerciaux intra-maghrébins ridicules, 3% de leur commerce extérieur. À peine. C'est dérisoire comparé aux échanges avec l'Europe, plus de 60%. Et maintenant, on en arrive à restreindre les visas même entre voisins proches. Franchement, comment on peut encore oser parler d'union? C'est une coquille vide. Le contraste est frappant avec d'autres régions, c'est vrai.
L'Europe, avec Schengen bien sûr, malgré ses crises. Mais même en Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, la mobilité est souvent plus facile qu'au Maghreb. C'est fou quand on y pense. Cette crise des visas, elle enfonce un clou de plus dans le cercueil de l'intégration maghrébine, malheureusement. Elle montre que les logiques de confrontation, de souveraineté nationale pure et dure l'emportent toujours sur les beaux discours de coopération. Et attention, ce n'est pas juste une affaire de famille, hein. Les capitales étrangères, elles regardent ça de très très près. Paris, Madrid, Rome, Washington, Bruxelles. Personne n'a intérêt à voir cette région si proche de l'Europe s'enfoncer dans une nouvelle spirale de tension. Évidemment, toute instabilité là-bas, ça a des répercussions directes ici, sur la sécurité, sur les flux migratoires. D'autant plus que cette crise locale, elle s'inscrit dans un jeu d'alliances beaucoup plus large, en pleine recomposition mondiale. Ah oui, expliquez-nous ça. On voit l'Algérie, forte de ses revenus gaziers, qui cherche à affirmer son influence, qui se rapproche de Moscou, de Pékin, qui joue un rôle au Sahel. Le Maroc, de son côté, qui a misé sur la normalisation avec Israël, les accords d'Abraham, pour obtenir la reconnaissance américaine sur le Sahara occidental, tout en gardant ses liens forts avec l'Europe et les États-Unis sur le plan sécuritaire. Et la Tunisie, au milieu de tout ça, qui essaie de garder une marge de manœuvre, mais dont la fragilité économique et politique la rend très dépendante des aides extérieures, d'où qu'elles viennent. Exactement. Et du coup, cette affaire de visa, elle devient aussi une pièce sur ce grand échiquier régional et international. Chacun regarde comment l'autre réagit, comment il peut tirer son épingle du jeu, ajuster ses pions. C'est une bataille d'influence qui se joue aussi par visa interposé, en quelque sorte. Tout à fait. Alors, justement, comment ça peut évoluer? Quels sont les scénarios qu'on peut imaginer? Le scénario idéal, mais peut-être le moins réaliste à court terme, ce serait l'apaisement. Des négos discrètes, en coulisses. Un geste de bonne volonté de Rabat peut-être, un assouplissement ciblé des mesures pour calmer le jeu. Oui, quelque chose comme ça. Mais bon, la méfiance est tellement profonde, j'y crois moyen, personnellement. L'autre scénario, c'est l'escalade. Oui, la logique de l'engrenage. L'Algérie qui décide d'appliquer une réciprocité stricte, voire d'aller plus loin, de toucher d'autres domaines de coopération qui sont déjà minces comme peau de chagrin. La Tunisie aussi, sous la pression de son opinion publique, pourrait être amenée à durcir sa position. Et là, on entre dans un cycle de représailles qui ne ferait qu'aggraver les tensions et isoler encore plus la région. Pas brillant. Il y a aussi un scénario plus cynique peut-être, l'instrumentalisation. C'est-à-dire? Utiliser la crise comme levier. Voilà. Le Maroc pour obtenir des concessions ailleurs. L'Algérie pour allier des soutiens contre Rabat sur le Sahara. La Tunisie pour essayer de monnayer sa position. La crise devient une sorte de monnaie d'échange. Quel que soit le scénario, de toute façon, le coût symbolique de cette affaire est déjà là. C'est une illustration assez douloureuse de l'incapacité du Maghreb à dépasser ses divisions. Ça met en lumière de façon assez crue la persistance des rancœurs, la primauté des calculs de puissance sur l'intérêt commun. La fragilité de l'idée même d'un destin partagé, oui. Les frontières physiques se doublent de murs mentaux qui semblent de plus en plus hauts. Et la leçon qu'on peut en tirer, elle est peut-être assez universelle, finalement. On ne construit rien de durable sur la division, la méfiance, la fermeture. Non, c'est sûr, la prospérité, la stabilité, l'influence réelle, ça vient de la capacité à transformer les rivalités en complémentarité, à bâtir des ponts, pas des murs. Et le Maghreb, aujourd'hui, semble malheureusement s'éloigner encore de cette voie. Ce qui nous laisse avec une question un peu lancinante, non ? Est-ce que c'est juste une péripétie de plus, un soubrefond, comme on dit joliment en diplomatie, dans des relations qui sont de toute façon mauvaises depuis longtemps ? Ou est-ce que cet épisode marque une rupture plus profonde, un point de bascule qui éloigne pour de bon le rêve ou l'illusion d'une unité maghrébine ? Et surtout, au-delà des calculs des États, des jeux de pouvoir, qui sont les vrais perdants dans tout ça, si ce ne sont pas les peuples eux-mêmes, leur vie, leurs projets, leurs liens familiaux, amicaux, sacrifiés sur l'autel des fiertés nationales et des stratégies politiques ? C'est ça la vraie question peut-être.